Parfait. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, rebonjour et bienvenue à cette maintenant traditionnelle webconférence sur les lois de finances. Alors, c'est vrai qu'avant, les lois de finances, c'était des conférences hivernales. Maintenant, on vient plus vers le printemps, compte tenu ça fait quand même 2 années qu'on a euh, un vote relativement tardif, qui est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes et quelques questions, ce qu'on aura l'occasion de voir au cours de cette présentation. Alors, déjà quelques mots au niveau des gens qui m'accompagnent ce matin. Donc, je suis Jean-Laurent Brassieux, donc responsable du département technique chez PKF, et j'ai le plaisir ce matin d'animer cette conférence loi de finances avec Aurélie Fermans, qui est responsable de toute la partie sociale de cette présentation et donc de toutes les mesures sociales ainsi que quelques aspects de la jurisprudence en la matière. Et puis je suis également accompagné de Charles Raison, qui est associé à Cognac, fiscaliste dans l'âme, et qui également est référent au niveau de notre cabinet, au niveau de la facturation électronique. On aura l'occasion d'aborder rapidement, c'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est quand même un point important, un point fiscal important, puisque c'est quand même généré par le Code général des impôts, la facturation électronique, avec quand même pas mal d'interactions avec la DGFiP. Et donc, à ce titre-là, Charles aura l'occasion d'intervenir. Alors, avant de quelques mots de présentation pour les gens qui ne nous connaîtraient pas. Donc PKF Arcelon, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet pluridisciplinaire, hein, qui accompagne toutes les organisations, les dirigeants et tous les entrepreneurs dans leurs activités. Alors PKF Arcelon, c'est quoi? C'est 930 personnes et 70 associés, ce qui permet de passer la barre des 1000 personnes, donc réparties sur 30 bureaux en France, avec une présence dans beaucoup de villes en région, hein, soit des grandes villes, soit des villes un peu plus petites, ce qui nous permet quand même d'être très proche de toutes les entreprises. Et donc, on est actuellement à un chiffre d'affaires de l'ordre de 102 millions de chiffre d'affaires. Alors, PKF Arcelon, c'est le représentant français du réseau PKF International, donc qui est un réseau relativement important, puisqu'on est présent quand même dans 150 pays, avec 23 000 personnes, plus de 500 bureaux et plus de 2 milliards d'honoraires générés, donc ce qui permet d'avoir quand même une ouverture sur l'international pour nos clients et également pour les clients de l'international qui veulent s'implanter en France, donc avec pas mal de relations au niveau de l'international. Alors, quelques mots, puisque on avait déjà l'occasion de vous le présenter, on a adopté un statut de société à mission. On croit beaucoup à je dirais, à cet engagement collectif, hein, qui va au-delà de la simple activité commerciale, hein, et donc où on a comme credo le fait d'être innovant, engagé et de donner aux acteurs économiques la sérénité et la vision nécessaires à la réalisation de leurs projets, tout en apportant une contribution positive au service de l'humain et des territoires. Donc comme je pense que c'est important de rappeler ce credo de société à mission, notamment au niveau de notre engagement auprès des territoires. On n'est pas un cabinet, entre guillemets, on n'est pas un cabinet parisien, on est un cabinet implanté dans toute la France et on en est fier et ça fait partie de notre engagement. Alors, quelques mots au niveau de nos activités, hein, puisque on a, on a au total plus de 20 000 clients, donc ce qui va de la TPE à la PME, à des sociétés cotées, à des filiales de sociétés étrangères, à des associations, à des BNC, hein, des entreprises, des
personnes individuelles, des professions libérales. Donc, on est ouvert sur toutes les activités et donc ce qui est quand même un avantage. Au niveau des expertises techniques, à la fois, bon, je dirais des activités très traditionnelles, telles qu'on peut les connaître dans tous les cabinets d'expertise comptable et d'audit, hein, donc avec une activité expertise conseil, une activité commissariat au compte audit, une activité paye RH, du juridique, du fiscal, mais également tout ce qui est consolidation, hein, avec un pôle consolidation développé, hein, avec toute l'assistance qu'on peut apporter sur ces sujets-là. Et puis tout ce qui est des aspects plus larges du conseil, comme la stratégie, comme le conseil au niveau des transactions, au niveau de l'évaluation et également au niveau de la durabilité. Donc, ce qui nous permet d'avoir une palette d'expertise pour répondre aux besoins d'un maximum d'entités, hein. Et puis, on a un petit aspect, on a également une activité formation avec la PKF Arcelon Academy, hein. Donc, si vous avez des besoins de formation spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Et au niveau des expertises sectorielles, on a également, alors on n'est pas spécialisé sur ces activités-là, bien entendu, mais ça nous permet quand même d'avoir une spécialisation et de pouvoir avoir une vision plus sectorielle, tant au niveau des associations, les vins et spiritueux. Alors c'est vrai que les vins et spiritueux, là on retrouve un peu nos implantations régionales, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Cognac, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Dijon, que ce soit dans le sud. Donc avec toute une proximité des régions, notamment des régions viticoles et vinicoles, tout aspect hôtellerie, immobilier, sanitaire et médico-social avec des spécialistes en ça, maritime, automobile et puis tous ces aspects technologie et même du secteur public. Donc vous voyez une activité très large et orientée vers plutôt la TPE et la PME, mais avec des possibilités d'accompagner des entreprises de croissance dans tous les domaines. Donc, brièvement rappelé, voilà. Et donc, nous allons passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la loi de finances avec tous les aspects qui peuvent nous intéresser. Donc, après avoir quelques rappels de planning, on verra tout ce qui concerne les mesures concernant les particuliers. Donc, ça sera Charles qui présentera ça. Je présenterai les mesures concernant les entreprises, bon, à l'exception de la facturation électronique, puisque Charles connaît très, très, très bien le sujet. Et puis, tout ce qui est mesures sociales, c'est Aurélie qui présentera ça avec la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, et puis quelques aspects importants, comme notamment, par exemple, je pense à la loi senior, la transparence des rémunérations, tous ces aspects-là qui ne sont pas directement liés à la loi de finances, bien évidemment, mais qui font partie de l'environnement social. Donc voilà, une partie, un programme assez chargé. Une loi de finances, donc, comme on le sait, qui a été promulguée le 19 février 2026, donc publiée au journal officiel le 20 février 2026, ce qui veut dire que normalement, elle est entrée en vigueur le 21 février 2026. Alors, c'est toujours important, j'ai marqué hors disposition contraire, parce qu'il y a certaines mesures qui se retrouvent, je dirais, à cheval entre la loi de finances précédente, donc 2025, qui prend fin le 31 décembre 2025, et une entrée en vigueur le 21 février 2026. Donc on se retrouve avec une cinquantaine de jours où on ne sait pas trop, ou dans certains cas, où on en est. Donc il y a toujours des dispositions contraires qui prévoient, dans certains cas, que les dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier. Notamment, c'est dans le cas de dispositions qui ont été prorogées et donc qui prenaient fin normalement le 31 décembre 2025 et qui, en étant prorogées, sont prorogées, je dirais, à partir du 1er janvier 2026 et non pas du 21 février 2026. Alors, il y a eu, comme je dirais de façon assez traditionnelle, des recours au niveau du Conseil constitutionnel, notamment sur trois mesures, bien évidemment, sur lesquelles on
reviendra en détail, hein. Donc la taxe sur les holdings patrimoniales, les aménagements apportés au pacte Dutreil, et puis des modifications apportées au niveau des reports d'imposition. Donc ces trois mesures n'ont pas été invalidées, donc elles prennent tous leurs effets. Il peut y avoir quand même des QPC, hein, des questions prioritaires de constitutionnalité dans certains cas. Pour l'instant, on n'a pas d'informations particulières puisque c'est dans le cas des contentieux que ces questions prioritaires pourront être levées. Mais pour l'instant, donc toutes les mesures. Alors il y a quelques mesures qui ont été invalidées, mais qui étaient c'était pas des dispositions fiscales, hein, qui ont été déclarées contraires à la Constitution, notamment c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les cavaliers budgétaires, c'est-à-dire quand le gouvernement profite de la loi de finances pour placer des textes qui n'ont rien à voir avec la loi de finances et qui sont traditionnellement rejetés par le Conseil constitutionnel, qui passeront dans d'autres lois par la suite. Donc globalement, pas de difficulté particulière. Bon, une entrée en vigueur tardive, mais comme l'année dernière, hein, et j'avoue que c'est quand même quelque chose de délicat pour les entreprises, puisque on ne peut rien anticiper. On se retrouve avec un texte qui est publié en plein moment des arrêtés de compte pour les gens qui. Voilà le contexte et j'en profite donc pour passer la parole de suite à Charles qui va nous parler des mesures concernant les particuliers. Merci beaucoup Jean-Laurent, bonjour à tous. Merci. Effectivement, on va commencer par les mesures relatives aux particuliers et donc comme d'habitude, on va commencer par le barème d'imposition. Qui, comme tous les ans, est revu de l'inflation. Alors cette année, effectivement, il était potentiellement question de ne pas le revaloriser, mais au final, ça a bien été fait à hauteur de plus 0,9%. Donc les tranches et en tout cas les fractions de revenus imposables ont été augmentées, mais bien entendu, les taux d'imposition et les tranches de 0 à 45%, elles, n'ont pas été revues. Je rappelle que ce barème, il s'applique pour une part avant application du plafonnement des effets du quotient familial. Et je voulais également rappeler une petite subtilité qui n'est pas toujours bien maîtrisée par les contribuables, c'est le fait que lorsque vous finissez votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de choisir un taux individualisé au niveau de chaque membre du foyer fiscal ou alors de bénéficier du taux commun d'imposition. Et ça, effectivement, c'est une option que vous pouvez prendre à chaque fois à la fin lorsque vous avez fini votre déclaration d'impôt sur le revenu. Ensuite, on a d'autres mesures, on va dire, qui sont des mesures d'actualisation qui vont concerner tout d'abord l'actualisation du plafonnement du quotient familial. Donc le plafonnement du quotient familial, c'est quoi? C'est l'avantage en fait apporté par demi-part supplémentaire, après une part ou après deux parts si on est une personne seule ou si on est un couple soumis à une imposition commune. Et donc là, cet avantage, il est plafonné cette année à 1 807 euros, pouvant atteindre 4 262 euros pour les personnes seules en résidence exclusive et 2 131 euros pour les personnes en résidence partagée. Le mécanisme de la décote est bien entendu également revalorisé. Il va s'appliquer à partir du moment où l'impôt dû correspond à 1 982 euros pour une personne seule ou 3 277 euros pour un couple marié ou pacsé. Dernière petite slide sur les actualisations. Avec pour commencer le rattachement d'enfants mariés pacsés et la limite de déduction des pensions alimentaires qui cette année est fixée à 6 855 euros et ce plafond est doublé à 13 710 euros lorsque la pension alimentaire est versée à un enfant majeur chargé de famille. Également, la loi de finances revalorise les frais professionnels des salariés pour le montant minimum de 509 euros et maximum de 14 555 euros. Et je rappelle que les frais professionnels, en réalité, c'est les frais de 10% qui s'appliquent aux traitements et salaires perçus par les actifs. Et d'ailleurs, cet abattement pour frais professionnels s'applique également sur les frais de pension et les retraites. Et sur le même principe, on a un montant minimum et un montant maximum qui est également réindexé. Alors, effectivement, ce point avait fait l'objet de pas mal de débats sur le fait est-ce qu'on maintenait ou non
cet abattement pour frais professionnels. Donc clairement, cet abattement, il est maintenu pour l'exercice 2026. Mais probablement que cela rentrera encore en discussion pour la prochaine année. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, les déficits des bénéfices agricoles peuvent s'imposer sur les autres revenus des contribuables dans la limite de 128 826 euros. Donc là encore, dernière petite indexation. Maintenant, on va passer, on va dire, aux nouveautés, même si ce que je vous présente là, on vous l'a déjà présenté l'année dernière, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR. Donc, le principe, c'est que cette contribution a été mise en place et créée par la loi de finances pour 2025 et devait être exceptionnelle pour 2025, mais bien entendu, il y a rarement des taxes qui restent exceptionnelles et qui ne s'appliquent que sur une seule année. Et donc, effectivement, la CDHR n'échappe pas à cette règle. Et donc, la loi de finances pour 2026, en réalité, elle proroge, mais elle surtout pérennise en fait ce dispositif, puisque la CDHR va être maintenue jusqu'à ce que le déficit public passe sous la barre des 3% du PIB. Clairement, la dernière fois qu'on a réussi cet exploit, c'était en 2018. Et de toute façon, même si on devait respecter ce critère-là, une autre loi de finances pourrait tout à fait effectivement revoir les critères d'application. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on inscrit cette disposition dans le temps long. Si je prends l'exemple de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui devait également être exceptionnelle, hein, elle s'applique, elle s'appliquait en 2012 et elle reste toujours en vigueur aujourd'hui. Donc clairement, ça s'inscrit dans le calendrier fiscal des contribuables, cette taxe, et il faut effectivement être vigilant sur le fait que ça peut concerner effectivement tout le monde. Donc l'idée, c'est de vous rappeler les principes de cette contribution. Donc elle s'applique aux contribuables domiciliés en France qui disposent d'un revenu fiscal de référence au moins équivalent à 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour les impositions communes. Le principe, c'est que si votre impôt sur le revenu retraité est inférieur à 20% du revenu fiscal de référence retraité dans le cadre de cette taxe, eh bien, la CDHR va venir en chapeau de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour vous demander eh bien, de payer un minimum de 20% d'impôt sur le revenu. Donc en réalité, si votre impôt sur le revenu et de CDHR ne correspond pas à 20%, eh bien la CDHR va venir manger en fait cette partie d'impôt qui doit être due pour correspondre à 20% de l'impôt sur le revenu. Chose très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle bien uniquement d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur le revenu, c'est-à-dire que ça n'inclut pas les prélèvements sociaux. Or, lorsque vous êtes taxé à la flat tax, notamment je pense aux revenus financiers, tout comme des dividendes ou des revenus de cession de titres, eh bien vous êtes taxé à la flat tax de 30%, mais cette flat tax de 30%, en réalité, elle est décomposée en deux éléments. Un premier qui est la CSG à 17,20 et un second qui est un montant d'impôt sur le revenu de 12,80%. Donc l'idée en fait de cette CDHR, je le rappelle, eh bien, c'est de capter la différence entre les 12,80 et les 20% pour les soumettre à la CDHR. Donc l'idée c'est d'éviter qu'effectivement des contribuables puissent bénéficier d'un effet d'aubaine et de ne taxer qu'à 12,80% dans le cadre de la flat tax les revenus financiers et pour les réintégrer du coup et les récupérer dans le cadre de cette CDHR. Donc si on prend les critères d'imposition, on a donc le revenu fiscal de référence habituel que l'on va retenir et duquel on va venir retraiter quelques éléments, notamment les plus-values d'apport de l'article 150 au BTR, de l'article 150 au DTR, et on va également retenir les revenus exceptionnels, mais uniquement pour le quart de leur montant. Ensuite, on a le deuxième critère sur le calcul, qui est effectivement l'impôt. Donc sur la slide suivante, je le rends s'il te plaît, merci. Donc le critère numéro 2, c'est donc l'impôt retraité qu'on va venir donc comparer avec 20% du revenu fiscal de référence que j'ai présenté juste avant. Donc cet impôt retraité, il correspond à l'impôt sur le revenu, duquel on ne va retenir que eh bien, le quart du montant de l'impôt correspondant au revenu exceptionnel, puisqu'on ne prend que le quart eh bien, de la base. On va majorer cet impôt eh bien, de l'avantage généré par les crédits d'impôt pour ne pas effacer l'effet des crédits d'impôt. On va prendre en compte la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc la CEHR avant lissage, et ensuite on va rajouter une majoration liée à la composition du foyer fiscal. Et cette majoration, en réalité, elle dépend de la composition du foyer et elle est entre 1 500 euros et 12 500 euros.
Donc voilà pour les principes de la taxe. En ce qui concerne les modalités déclaratives de cette taxe, donc elles ne sont pas précisées par la loi de finances 2026, ce qui veut donc dire qu'en réalité, ce qui était les modalités d'imposition en 2025 vont être maintenues en 2026. Donc je les rappelle, ces modalités d'imposition. Les contribuables concernés doivent donc déposer leur déclaration au plus tard le 15 décembre 2026 pour l'exercice 2026. Euh, et ces contribuables doivent donc verser 95% du montant de la CDHR estimée. Il faut donc pour cela pouvoir estimer les revenus que l'on va toucher entre le 1er janvier 26 et le 1er décembre 26, mais également surtout estimer les revenus qui sont à encaisser d'ici 31 décembre. Sur cette base-là, il faut estimer l'impôt sur le revenu, vérifier le seuil de 20% et donc acquitter la CDHR à hauteur de 95% de son montant. Donc ça pose quand même quelques difficultés, hein. Il y a des simulateurs qui effectivement ont été mis en place pour l'imposition 2025, sauf que ce simulateur il était plus ou moins fiable. En tout cas, on a pu avoir quelques difficultés. On espère qu'effectivement ça sera un peu plus fiable et un peu plus accessible pour l'imposition 2026. Je rappelle que si on ne respectait pas cette obligation, on s'expose à une majoration du montant de la CDHR à hauteur de 20% de son montant. Et bien entendu, comme pour beaucoup d'impôts, il existe également un mécanisme de décote. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette CDHR. Maintenant, on va passer sur une mesure qui est réellement nouvelle et qui a fait couler un peu d'encre, hein, qui a d'ailleurs porté plusieurs noms, qui s'appelle le statut du bailleur privé, le dispositif Jeanbrun ou le dispositif également Relance Logement. Donc le principe de ce dispositif, c'est d'offrir la possibilité aux contribuables qui disposent de revenus fonciers, un peu à l'image du régime du LMNP, eh bien de pouvoir déduire un amortissement qui va venir s'imputer sur les revenus fonciers du contribuable. Donc ce taux d'amortissement, il va être compris entre 3 et 5,5% en fonction des caractéristiques du logement. Est-ce qu'on est sur un logement neuf ou ancien? Et également en fonction de son affectation. Un logement avec un loyer intermédiaire, social ou très social. Et en réalité, cette catégorie de loyer, elle va dépendre du dispositif Pinel. Ça reprend les critères du dispositif Pinel et Locavantage. Et on va se baser en réalité sur des critères de loyer et également sur des critères de ressources du bénéficiaire, enfin du locataire. Donc pour l'application de cet amortissement, on va retenir la base d'acquisition du bien hors frais et on va retenir en réalité que 80% de cette valeur puisque forfaitairement l'administration considère, en tout cas l'État considère que les 20% restants concernent la base foncière et que cette base foncière n'est pas amortissable. On va donc retenir à chaque fois 80% de la valeur du bien pour constater cet amortissement de 3 à 5,5%. L'amortissement que l'on va constater va pouvoir s'imputer dans une limite de 8 000 euros par an, qui peut être majoré à 10 000 euros, voire à 12 000 euros si on est dans un loyer social ou très social. Bien entendu, eh bien, cet amortissement va pouvoir s'imputer sur les autres revenus catégoriels du foyer fiscal dans la limite de 10 700 euros ou 21 400 euros en cas de travaux énergétiques, donc je reviendrai effectivement sur cela tout à l'heure. Et bien entendu, l'avantage fiscal dont on bénéficie au cours de la location, il peut potentiellement être rétribué au moment de la cession du bien, mais en réalité, ce que l'on va constater à la date de la cession du bien, c'est qu'on va venir augmenter le prix d'acquisition d'immeuble et bien de l'amortissement constaté au cours de la location. Mais attention, on vient bien diminuer le prix d'acquisition des amortissements pratiqués, ce qui veut donc dire que on ne remet pas en cause l'exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après une cession de l'immobilier au-delà de 30 ans. Ce qui est quand même un avantage relativement important puisqu'on peut déduire l'amortissement et qu'en plus on peut exonérer si on garde le bien sur un temps, alors certes relativement long, mais si on garde le bien relativement longtemps, on peut être totalement exonéré, ce qui est relativement intéressant. Bien entendu, pour que cela, effectivement, puisque cela est intéressant, il y a un certain nombre de conditions à respecter que je vais vous détailler. La première, c'est que cela ne concerne uniquement les particuliers. Alors c'est possible, bien sûr, dans le cas d'investissements réalisés au travers d'une SCI à l'impôt sur le revenu ou d'une SCPI à l'impôt sur le revenu. Mais la condition, c'est que le contribuable soit imposé en revenu foncier, ce qui exclut de fait les sociétés à l'IS. Le bien doit être destiné à la location nue à un usage de résidence principale, et c'est hors cadre familial, contrairement à ce qu'il est possible de faire avec du Pinel. Le bien doit être situé en France dans un bâtiment d'habitation collectif, acquis entre la date de publication de la loi de finances
c'est-à-dire le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028 à aujourd'hui. Il n'y a par contre aucune condition de zonage. Le logement, donc comme je disais tout à l'heure, doit être neuf ou ancien, et s'il est ancien, il doit y avoir des travaux de remise en état qui doivent correspondre à au moins 30% du prix d'acquisition. Le propriétaire doit prendre l'engagement, un peu comme le Pinel, eh bien de louer le bien pendant une durée minimum de 9 ans. Cette option, elle est irrévocable. Et si on fait l'acquisition par le biais d'une société, on doit prendre également l'engagement eh bien, de conserver les titres de cette société pendant toute la durée de location. On doit mettre à disposition le bien dans un délai de 12 mois post-acquisition ou après la fin des travaux. Il n'y a aucune limite d'application de ce dispositif, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de biens que vous le souhaitez pour bénéficier de ce dispositif-là. Pas de difficultés spécifiques et complémentaires. Donc je vous ai mis bien sûr les exclusions, alors que j'ai déjà indiqué, hein. Donc attention, on se base pas effectivement, on ne s'applique pas dans les sociétés à l'IS, ça ne s'applique pas dans les locations dans un cadre familial. C'est complètement différent de la location meublée. Là, on n'est que sur de la location nue. Ça s'applique que aux contribuables domiciliés en France. Ça ne peut pas s'appliquer aux droits démembrés ou sur des titres d'immeubles démembrés. La question qui se pose tout de même, c'est est-ce que ça va pouvoir s'appliquer aux biens reçus en donation? Alors le texte parle bien en réalité bien d'investissement à titre onéreux, donc ce qui exclurait potentiellement les biens reçus à titre de donation, donc reçus à titre gratuit. Mais on attend les commentaires, puisqu'à date, effectivement, ce n'est pas définitivement exclu. Alors, je parle effectivement, dans toute la finance, on parle en fait de toutes les mesures qui concernent 2026, hein. Donc ça, c'est pour tous les revenus depuis 2026, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle bien des revenus et des immeubles acquis à partir du 21 février 2026. Donc ce dispositif est accessible en 2026 et non pas en 2025, pour répondre à la question qui est dans le chat. On peut passer, s'il te plaît, Jean-Laurent. Alors maintenant, on va aborder le sujet des réductions et crédits d'impôt. Donc comme tous les ans, je vous présente la réduction IR-PME. Donc, je présente le principe. La réduction IR-PME, c'est la possibilité pour un contribuable bien, de souscrire au capital d'une PME et de bénéficier d'une réduction d'impôt qui bénéficie d'un taux de réduction d'impôt de droit commun de 18%. Et tous les ans, ce taux et ce dispositif, il est prolongé avec des taux qui sont majorés pour certaines catégories. Et donc là, cette année, on n'échappe pas à la règle. Également, le taux de 30% qui était prévu pour les sociétés d'investissement soutenant l'innovation, bien, il est maintenu. Et on a même un nouveau taux majoré de 40% qui s'applique pour les jeunes entreprises innovantes à impact. Donc en gros, c'est des jeunes entreprises innovantes qui recherchent une utilité sociale. Ensuite, autre nouveauté, ça va concerner les dons. Et c'est la pérennisation du dispositif Coluche avec un plafond qui est multiplié par deux, puisque le plafond avant était de 1000 euros et maintenant le plafond est de 2000 euros. Donc je rappelle l'intérêt de ce dispositif, c'est que les particuliers qui effectuent des dons à des organismes sans but lucratif, fournissant gratuitement des repas, un accompagnement vers le logement ou des soins aux personnes en difficulté peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 75%, alors que le montant normal est de 66%. Cette année, il y a également une mesure exceptionnelle qui concerne une réduction d'impôt également de 75% pour les versements de dons au profit de la restauration du château de Chambord. Et la dernière mesure qui peut vous intéresser, c'est celle relative au crédit d'impôt lié au service à la personne qui est un petit peu amendé. Donc ce crédit d'impôt, je le rappelle, il permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% pour les dépenses engagées euh, par les contribuables qui emploient un salarié à domicile. Donc le montant maximum de ce crédit d'impôt, il est de 6 000 euros, ce qui correspond à 12 000 euros de dépenses par foyer fiscal. Donc pour mémoire, pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt en faveur des services à la personne, il faut bien entendu que le contribuable soit l'employeur direct du salarié ou qu'il fasse appel à un organisme qui emploie un salarié qui va venir dans son logement. Depuis 2021, on avait la possibilité de déduire les frais à l'intérieur du logement, mais également dans le jardin, donc à l'extérieur du logement. Et donc là maintenant, la loi de finances pour 2026 étend également les services qui sont réalisés en dehors du logement, donc complètement à l'extérieur, hein, de la résidence. Et donc ça va notamment concerner potentiellement la garde d'enfants et les déplacements, les sorties scolaires. La seule condition pour que ça reste quand même dans le cadre de ce dispositif, c'est que les services réalisés à l'extérieur du logement
reste inférieur aux services effectués à l'intérieur du logement. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les mesures relatives au crédit d'impôt qui ne sont que des légers aménagements et pas de révolution spécifique, hein. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas de grande révolution au niveau de l'impôt sur le revenu sur l'exercice, enfin sur les mesures de 2026. Dernier petit slide qui concerne différentes mesures qui peuvent vous impacter. Et la première, c'est la flat tax. Alors, vous en avez potentiellement entendu parler puisque c'est assez significatif. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la flat tax de 30%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2026, cette flat tax n'est plus de 30%, mais elle est de 31,4%. Et elle va s'appliquer, cette flat tax, à 31,4%. Et bien uniquement sur les revenus financiers, donc ça va concerner les dividendes et les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux. Et cette hausse en fait de 1,4%, c'est une hausse de CSG. Et donc cette hausse de CSG ne s'applique qu'aux revenus financiers et elle ne s'appliquera pas aux revenus fonciers, hein. Les revenus fonciers, par exemple, restent taxés à 17,20%. Donc ça ne change pas, mais c'est un effet quand même assez négatif, hein, de la flat tax qui est chahutée depuis plusieurs exercices, hein. On en parlait de 33%, 35% l'année précédente. Au final, maintenant, on est à 31,4%. En tout cas, ce qu'on se dit, c'est qu'il est fort probable qu'elle continue à augmenter cette flat tax au cours des prochains exercices. En tout cas, on a commencé à l'augmenter cette année. Autre sujet, c'est l'option pour le barème progressif qui n'est plus irrévocable. Je rappelle le principe, lorsque vous bénéficiez de revenus financiers, vous avez la possibilité soit d'opter au barème progressif de l'impôt sur le revenu que je vous ai présenté au tout début de la présentation, ou alors vous avez la possibilité d'opter à la flat tax. Et donc en fait, si vous faites l'option à la flat tax, enfin pardon, si vous imposez à la flat tax ou si vous faites l'option au barème progressif, vous n'aviez pas la possibilité de revenir en arrière, notamment dans le cadre d'un contrôle fiscal et notamment si vous étiez aperçu d'une erreur. Donc la loi de finances pour 2026 vient corriger cela, et elle offre maintenant la faculté aux contribuables, sur le principe du droit à l'erreur, de remettre en cause son option pour le barème progressif. Ensuite, on a un autre sujet qui également peut vous concerner, c'est le régime des passoires thermiques qui est prolongé jusqu'en 2027. Donc ce régime, quel est-il? C'est la possibilité, lorsque vous avez un logement qui est considéré comme une passoire thermique, c'est-à-dire qu'il est classé EFG, eh bien, de faire des travaux et de le faire passer dans une classification A, B, C ou D, eh bien, de pouvoir bénéficier de l'imputation des déficits fonciers à hauteur de 21 400 € sur les autres revenus catégoriels du foyer fiscal, ce qui est un avantage relativement intéressant et qui est donc prolongé jusqu'en 2027. Donc l'idée, c'est toujours de soutenir eh bien, l'entretien des locaux et d'améliorer effectivement les passoires, d'éviter en fait qu'on ait toujours des passoires thermiques en France, en tout cas de favoriser les investissements par les propriétaires bailleurs. Autre sujet pardon, qui va concerner la taxe sur les logements vacants. Donc on a une petite mesure de simplification qui va venir remplacer, on a une nouvelle taxe qui va venir en remplacer deux autres. Donc c'est la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui va être remplacée par la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, la TVLH. Et donc cette taxe va venir s'appliquer lorsque les logements n'auront pas été loués pour une durée d'1 an en zone tendue ou 2 ans en zone non tendue. Alors, il y a une liste des communes qui va être publiée dans un décret à paraître prochainement. Les contribuables seront exonérés de cette nouvelle taxe si le bien a été loué pendant 90 jours consécutifs minimum et si la vacance du bien n'est pas liée à la volonté du contribuable. Bien entendu, le redevable, c'est le propriétaire, l'usufruitier ou l'usufruitier qui dispose du logement au 1er janvier de l'année, un peu comme la taxe foncière. Le calcul se fait sur la base de la valeur locative du bien. Et donc, je profite d'ailleurs de cette taxe pour vous rappeler que lorsque vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous avez l'obligation de compléter les informations relatives à vos biens immobiliers. Et le fait de pouvoir compléter cette partie-là vous permet eh bien, d'échapper à la taxe sur les locaux vacants si vous complétez correctement le bien et si bien sûr le bien il est loué et qu'il répond aux critères que j'ai évoqués juste avant. Ensuite, autres mesures qui sont un peu plus sociales. La première va concerner le plan d'épargne retraite. Donc le plan d'épargne retraite, c'est un produit d'épargne qui permet à un contribuable bien, de faire des versements sur ses PER. Ces versements peuvent être déductibles bien, de ses revenus catégoriels. Et donc cette déduction, elle est plafonnée à 10% des revenus d'activité ou 10% du PAS. Et donc ce plafond annuel, on peut l'utiliser
Dans le cadre de versement, on peut l'utiliser donc soit le plafond de l'année, soit le plafond des 3 années précédentes a également bénéficié du plafond du conjoint. Donc la loi de finances pour 2026 étend la possibilité d'utiliser les plafonds non plus à 3 mais à 5 années, ce qui est relativement intéressant. Autre sujet, c'est la reconduction de l'exonération des pourboires jusqu'en 2028, mais pour cela, il faut que le pourboire ait été remis volontairement du client au salarié et que le salarié ait une rémunération inférieure à 1,6 fois le SMIC. Et enfin, le dernier point des mesures d'actualisation, c'est pour le CPF. Donc le CPF, effectivement, il va être un petit peu remis en cause, ou en tout cas un petit peu plus encadré dans des décrets qui vont paraître, eh bien pour limiter l'utilisation un petit peu abusive du CPF. On a notamment eu le cas du permis moto qui a été fortement utilisé, enfin le CPF a été fortement utilisé pour notamment le permis moto, mais peut-être d'autres aussi formations. Et donc là, l'idée, c'est de recentrer un petit peu ce dispositif sur des formations réellement qualifiantes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les mesures relatives aux particuliers, donc rien de bien nouveau. Je te laisse la main, Jean-Laurent, sur la partie entreprise. Je te remercie. Et donc, quelques mesures où on a quand même quelques modifications peut-être plus importantes que pour la fiscalité des particuliers. Alors Jean-Laurent, on a un petit problème de micro. Je sais pas si... T'as un problème de micro? Attends. Alors, je sais pas si c'est que moi, Aurélie, ou si c'est... Non, mais c'est juste que ça coupe, je pense, ta connexion peut-être qui pose problème. Oui, je pense que c'est la bon là? connexion. Oui, c'est la connexion. Bon, là, Ouais. Coupe peut-être ta caméra, Jean-Laurent, parce que je pense que c'est peut-être un problème de Non, connexion. non, mais Non. je vais passer sur le micro de l'ordinateur. Est-ce que là, c'est bon? Oui, alors on t'entendait bien, mais c'est juste que ça coupait. Je pense que c'était un problème de connexion. Ouais, c'est Tout un problème simplement. de connexion avec mon casque. Pardon. Je vais passer directement sur la connexion de l'ordinateur. Parfait. Donc, une nouvelle mesure dont on a tous entendu parler, puisqu'elle a fait, il y a eu pas mal de débats tant au niveau de l'Assemblée qu'au niveau du Sénat, c'est la taxe sur les holdings patrimoniales. Alors, cette taxe sur les holdings, alors c'est une taxe sur les actifs non professionnels, on verra à quoi ils correspondent d'ailleurs, détenus par des sociétés dites holding patrimoniales. Alors, c'est soit des sociétés qui ont leur siège social en France et qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, soit des sociétés dont le siège est établi hors de France et qui sont assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux. Donc c'est une taxe, je dirais, un peu hybride entre une taxe qui concerne les sociétés et une taxe qui concerne des particuliers, puisque dans le cas où il s'agit d'une société hors de France, c'est la personne physique qui détient cette société hors de France qui devra payer la taxe. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est pas applicable aux holdings dont les revenus professionnels proviennent d'une activité de production de biens ou de services, hein. C'est bien pour la détention, et on verra de suite, que c'est pour la détention de biens particuliers et pour des holdings qui sont quand même un peu, je dirais, passives, hein. Alors, la taxe s'applique aux sociétés holding détenant des actifs d'une valeur vénale d'au moins 5 millions d'euros, présentant un caractère patrimonial, eu égard à la prépondérance de leurs revenus, donc des revenus passifs. Ce qui veut dire que c'est une holding qui n'a pas d'activité commerciale ou industrielle et qui détient un certain nombre d'actifs pour un montant supérieur à 5 millions d'euros et qui présente un caractère patrimonial. Et conditions supplémentaires, c'est dans lesquelles une personne physique où le cercle familial détient au moins 50% des droits de vote et ou des droits financiers et exerce en fait le pouvoir de décision. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez limité, hein. Je veux dire, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de débats. C'est quand même quelque chose d'assez limité. C'est quand même, bon, je dirais que c'est les gens qui avaient placé à une époque pour ne pas payer d'ISF, qui avaient placé un certain nombre d'éléments de leur patrimoine dans les structures juridiques, qui sont rattrapés maintenant par cette taxe, hein. Donc, comme je le disais, la société doit remplir trois conditions cumulatives. Donc, le seuil de 5
millions d'euros de valeur vénale des actifs détenus, et la valeur vénale est appréciée à la date de clôture. Donc ça veut dire qu'il faut, dans certains cas, réévaluer. Les biens pourront être réévalués. Critère de détention de 50% des droits de vote ou des droits financiers par une personne physique, direct ou indirect, ou le cercle familial, et la troisième condition concerne la nature des revenus perçus. Il faut que ça soit des revenus principalement passifs. Alors donc, qu'est-ce qu'on appelle revenu passif? Ça va être tout ce qui est dividendes, intérêts, produits des obligations, produits des créances, redevances ou de licences d'exploitation, brevets. C'est quelque chose, je dirais, qui est une rente, entre guillemets, le fait de détenir quelque chose et qui vous rapporte quelque chose. Et donc, à partir de ce moment-là, les produits passifs doivent représenter au moins 50% des produits d'exploitation pour être concernés. Donc, vous voyez que les conditions sont quand même relativement strictes et limitatives. Et puis, ça concerne quel type de biens? Alors, ça concerne tous les biens affectés à l'exercice de la chasse et de la pêche, tous les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur, et ainsi que les aéronefs. Vous voyez, c'est quand même des catégories, je dirais, de biens quand même relativement limitées, bon, dont on voit très bien, je dirais, la volonté, entre guillemets, politique de taxer. C'est également les bijoux, les métaux précieux, les chevaux de course, les vins et les alcools, les logements dont la personne physique détenant la société ou qui exerce en fait le pouvoir de décision se réserve la jouissance. Hein. Et il est possible, dans le cas de ce type de logement, de tenir compte de la partie dette. Donc c'est quand même une taxe qui est quand même très proche dans son esprit de ce que pouvait être l'ISF à un moment donné. Pardon, excusez-moi, de ce que pouvait être l'ISF dans un moment donné. Et donc, le taux de la taxe est fixé à 20%. Et le paiement, alors pour les personnes physiques, c'est un peu différent, mais pour les sociétés, c'est au moment de la liquidation de l'IS. Donc vous voyez que c'est quand même, on en a fait beaucoup, à mon sens, on a fait il y a eu beaucoup de bruit par rapport à cette taxe-là. Bon, au final, on se retrouve avec un pseudo ISF qui traite les biens qui sont détenus par des sociétés et non pas par des personnes physiques. Alors, autre point, donc, je vous rappelle que cette taxe sur les holdings avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été au final validé par le Conseil constitutionnel. Alors, le deuxième point également qui avait fait l'objet d'un recours, c'est toutes les problématiques liées au pacte du trade. Donc, vous savez, le pacte du trade, c'est les pactes qui permettent des transmissions sous des régimes fiscaux avantageux. Et qui fait l'objet de pas mal de débats au niveau politique, en disant que c'est une niche fiscale, il y avait eu un rapport de la Cour des comptes sur le sujet. Bon, c'est quelque chose d'assez chahuté. Et donc, on a modifié les critères d'éligibilité à un caractère strictement professionnel, parce le pacte du trade permettait de transmettre, dans certains cas, des biens qui étaient à l'intérieur de sociétés, et ça permettait de transmettre ces titres, les titres avec ces biens qui étaient des biens non professionnels, dans des conditions quand même relativement avantageuses. Donc les titres transmis maintenant dans le cas des pactes du trade doivent être exclusivement des titres qui doivent avoir une activité de nature industrielle et commerciale ou artisanale. Les biens considérés comme étant somptuaires ou les immeubles résidentiels doivent être affectés à l'activité pour être exonérés. Bon, donc ce qui semble assez normal compte tenu de ce ce qui avait pu être constaté. En revanche, donc les bénéficiaires, de la même façon, hein, le bénéficiaire doit conserver les titres ou les biens reçus 2 ans de plus, hein, puisque avant l'engagement de conservation était de 4 ans, maintenant l'engagement de conservation est passé à 6 ans. Donc ce qui est quand même, bon, je dirais que c'est des ajustements techniques par rapport à ça.
Alors, autre ajustement technique, vous vous souvenez que l'année dernière, la loi de finances avait prévu un régime spécifique pour ce qu'on appelle les management packages, c'est-à-dire donc tout ce qui est traitement des stock options ou des actions, des attributions d'actions gratuites, tous ces éléments-là. Donc, avec une notion de taxation du gain net en tant que traitement et salaire sur tous les titres qui étaient souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants lorsque ce gain était acquis en contrepartie des fonctions de salariés ou de dirigeants. C'est-à-dire que à partir du moment où il y avait des stock options ou des attributions d'actions gratuites, mais qui en fait représentaient une façon de rémunérer les salariés ou les dirigeants, c'était considéré comme étant des traitements et salaires. Alors sous certaines conditions, il y avait une fraction qui pouvait être imposée selon les régimes des plus-values de cession, il y avait des conditions de risque et des conditions de détention qui étaient pendant 2 ans. Hein. Bon, mais je dirais que le principe de base, c'était quand même une taxation comme étant des traitements et salaires. Loi de finances pour 2026, effectivement, elle a prévu de proroger une autre disposition qui, elle, devait s'arrêter et devait être réellement exceptionnelle en 2025. Hein. C'était la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés dû par les grandes entreprises. Et donc, malheureusement pour les grandes entreprises, du moins, cette disposition a été maintenue et reste du coup applicable pour l'exercice 2026, mais bien entendu sous réserve d'une nouvelle réévaluation pour la prochaine loi de finances de 2027. Et donc ça s'applique dès maintenant, donc ce qui fait qu'effectivement on a un taux moyen d'imposition qui peut aller à 41,2% pour les chiffres d'affaires supérieurs à 3 milliards d'euros. Donc voilà pour cette disposition. Si. Ensuite, une autre disposition relative à l'apport et cession de titres. Donc je rappelle un petit peu le principe, hein, c'est qu'un particulier qui dispose de titres et qui les apporte à une société contrôlée soumise à l'IS, il peut bénéficier d'un mécanisme de report d'imposition bien qui prend fin lorsqu'il ne respecte plus les conditions, notamment de détention, et euh, lorsqu'il cède effectivement les titres qu'il a reçus en contrepartie. La disposition en fait nouvelle de l'exercice, enfin de loi de finances pour 2026, c'est que le montant du réinvestissement qui initialement était de 60%, c'est-à-dire que si on se met en fait dans cette disposition, on apporte les titres à une société holding et qu'on réinvestit le produit de cette vente à hauteur de 60% dans une activité, dans une nouvelle activité industrielle, commerciale, hors financière, pour faire simple, eh bien, on avait la possibilité de bénéficier de ce report d'imposition sur la plus-value de cession des titres. La difficulté, enfin pas la difficulté, mais la nouveauté sur cette année, c'est que ce montant de réinvestissement, il est porté de 60 à 70%, et que le délai de détention est également reporté de 5 à 6 ans pour les activités, on va dire, économiques, industrielles, commerciales, et de 10 à 11 ans pour d'autres activités qui sont notamment des, euh, des activités, on va dire, un peu plus financières ou immobilières. Et du coup, là, ce délai est porté maintenant de 10 à 11 ans. Donc, ce qu'on voit est un peu dans la même veine de ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Les dispositifs, ce ne sont pas forcément des nouveaux dispositifs. Par contre, les dispositifs en cours, un peu comme à l'image du Vitrail, ils sont un petit peu chahutés, ils sont un petit peu amendés pour, eh bien, voilà, pour essayer de limiter, on va dire, les niches fiscales, en tout cas, de limiter le bénéfice de certaines dispositions. Autre sujet, c'est l'amortissement donc des fonds des fonds commerciaux. Donc effectivement, il est possible depuis maintenant 2022 de déduire les fonds commerciaux, mais sauf qu'effectivement, les fonds commerciaux, on peut les déduire fiscalement, mais pardon, comptablement. Mais du point de vue fiscal, effectivement, cette faculté de déduction fiscale et donc de déduction de la base soumise à l'IS était clairement revue, même si effectivement il y avait la possibilité dans certains cas, notamment à titre temporaire, de pouvoir bénéficier d'un amortissement déductible. Hein. C'était pour les fonds acquis entre 2022, entre janvier 22 et décembre 2025. Il était possible effectivement d'amortir les fonds. Il y avait également des dispositions qui existaient pour les petites structures ayant la capacité effectivement de pouvoir déduire ces fonds, donc sous certaines conditions.
Donc ça c'est effectivement maintenu, même si on a effectivement les dispositifs temporaires qui là maintenant s'arrêtent en 2025. Donc la loi de finances pour 2026, enfin c'est ce qui était prévu en tout cas. Donc la loi de finances pour 2026, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle proroge du coup la possibilité et la déductibilité de cet amortissement des fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Donc ce dispositif transitoire, il est reporté et il est tout de même maintenu, ce qui est une mesure qui n'était pas forcément beaucoup pratiquée, mais qui peut être intéressante. Ensuite, Tiphaine, tu peux passer la main. Donc ensuite, un autre sujet qui est sur la déductibilité des intérêts financiers. Alors, cela en réalité, c'est une mesure qu'on appliquait déjà, mais qui en tout cas maintenant est inscrit, c'était plus un usage qui maintenant est inscrit dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Donc la mesure, c'est que pour les exercices clos à compter de 2025, du 31 décembre 2025, eh bien, on va pouvoir déduire les intérêts mis à disposition au sein d'un groupe, indépendamment en fait du taux de détention entre les sociétés du groupe. Et donc pour mémoire, le taux de rémunération des comptes courants est de 4,55%. Donc ça, c'est la limite de déductibilité des intérêts des intérêts des comptes courants. Tu peux avancer. Ensuite, on a le régime des plus-values à long terme sur cession de titres de participation. Donc là, je rappelle le principe, hein, lorsqu'on a des titres de participation, on bénéficie du régime du long terme, ce qui permet bien, de ne pas être fiscalisé au titre des plus-values constatées sur titre au niveau de l'IS. En réalité, en fait, on va venir neutraliser la plus-value sur cession de titres et on ne va être fiscalisé que sur une quote-part de frais et charges bien, de 12%. Il y a une petite nouveauté cette année, c'est que l'inscription en réalité des titres de participation dans un compte de titres constitue une décision de gestion qui est opposable à l'administration comme au contribuable et elle permet donc de bénéficier d'une présomption irréfragable d'application du régime du long terme. Donc en d'autres termes, c'est que si on classifie les titres de participation directement en 261, automatiquement, et du fait de cette inscription, en fait, on va prendre la décision de gestion d'imposer la future plus-value au régime du long terme. Alors bien sûr, pour bénéficier du régime du long terme, il faut que les titres soient détenus pendant au moins 2 ans, hein, pour bénéficier effectivement uniquement d'une quote-part de taxation à 12% et une exonération de la plus-value. Mais en tout cas, ce dispositif est relativement intéressant puisque au moins il permet de se prévaloir vis-à-vis de l'administration à partir du moment où on classifie correctement ces titres de participation. Donc attention, si vous mettez des titres de participation en 271, potentiellement vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif-là, ou en tout cas il faudra batailler avec l'administration fiscale, alors que si directement c'est en 261, vous aurez moins de difficultés en fait à vous justifier vis-à-vis de l'administration fiscale. Alors ça, c'est également une disposition qui est relative effectivement au transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel vers une société. Donc en gros, c'est dans le cadre d'un apport d'une entreprise individuelle à une société, donc à une société commerciale, hein, à responsabilité de type EURL par exemple, URL ou ERL. Et donc la loi de finances pour 2026, donc en fait, elle entérine la doctrine fiscale qui permet de rendre fiscalement neutre pour les entreprises individuelles ou les entreprises individuelles à responsabilité limitée, l'EIRL, ou les EURL ou EARL, entraînant une imposition pour l'assujettissement à l'IS. Donc en fait, le passage de l'entreprise individuelle IR à la société IS le passage de l'entreprise individuelle à l'IS en société ne pose aucune difficulté et n'entraîne aucune imposition complémentaire et supplémentaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui était en réalité dans la doctrine et qui est maintenant validée dans la loi de finances pour 2026. Alors ensuite, voilà, il y a la prorogation de certains dispositifs fiscaux, donc notamment les jeunes entreprises innovantes. Donc là, on va passer vite parce qu'on a pris déjà un petit peu de retard et je pense pas que ça concerne énormément de monde. De même pour... alors, tu as passé 2 slides. Si, merci. De même, effectivement, pour la prorogation, la précision sur quelques dispositifs ZRR et les aides de développement prioritaires. Donc là également, il y a des prorogations. Donc j'ai pas beaucoup de commentaires supplémentaires à apporter. Euh, tu peux passer, s'il te plaît, merci. Ensuite, on a la création ou la reprise d'une activité dans les quartiers prioritaires. Donc là encore, on a une mesure en fait de faveur
dans le cadre effectivement de création de sociétés ou de reprise de sociétés dans des quartiers jugés comme prioritaires pour pouvoir bénéficier d'aménagements spécifiques et d'avantages fiscaux spécifiques. Donc là encore, je ne vais pas forcément m'attarder sur cette mesure, mais c'est une nouveauté fiscale qu'il faut potentiellement avoir en tête si vous êtes concerné et éligible par ce dispositif. Ensuite, la prorogation d'un dispositif qui est assez fréquemment utilisé, c'est le fait pour les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants, de les inscrire à un compte d'actifs immobilisés et de pouvoir déduire cette immobilisation sur le plan fiscal. Donc cette mesure qui est effectivement assez pratiquée par un certain nombre de nos clients qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, maintenant est prorogée jusqu'au 31 décembre 2028. Alors maintenant, quelques points effectivement sur réduction et crédit d'impôt. Alors on a les crédits d'impôt en faveur effectivement de la recherche collaborative qui sont effectivement maintenus et prorogés jusqu'en 2028. Je voulais juste peut-être attirer votre attention sur tout ce qui est crédit d'impôt recherche. Vraiment, je voulais vraiment vous sensibiliser parce qu'on a quand même beaucoup de contrôles fiscaux sur le sujet actuellement, avec des remises en cause quasiment systématiques par l'administration fiscale des crédits d'impôt recherche qui sont effectués sur bon nombre de nos clients. Donc faites vraiment attention à bien documenter et bien faire appel à des prestataires sérieux et bien au fait de ces sujets-là, parce qu'effectivement c'est des sujets très à risque et qui sont quasiment systématiquement remis en cause par l'administration fiscale. Donc on peut passer. Oui, je vais forcément passer aussi très vite sur cette slide-là avec la prorogation effectivement du dispositif pour les investissements réalisés jusqu'en 2028 pour les investissements réalisés encore, ce qui permet de disposer d'un crédit d'impôt. Ensuite, autre mesure relative à la TVA. Donc là également, on va passer relativement vite puisqu'il n'y a rien de forcément très significatif. La première mesure, c'est les mesures de franchise en base. Donc ça a fait beaucoup parler sur l'exercice 2025 avec une loi qui devait entrer en vigueur à partir du 1er mars 2025. Puis finalement, ça a été repoussé, puis définitivement annulé. Donc finalement, effectivement, la réforme prévue pour la loi de finances pour 2025 étant suspendue, ce sont les dispositions donc, antérieures qui s'appliquent maintenant, et donc on vous a remis effectivement les nouveautés relatives au chiffre d'affaires qui s'appliquent et qui sont maintenues, et donc on oublie pour l'instant les prérogatives prévues dans la loi de finances pour 2025 avec une limitation du seuil à 25 000 euros de recettes pour le fait de rentrer dans la zone TVA, et donc cette franchise de 25 000 euros. On l'oublie pour l'instant. J'imagine qu'effectivement, on en reparlera à l'avenir. Mais en tout cas, on reste un petit peu, on reste avec nos seuils à 37 500 et 41 150, à des seuils qui sont largement au-dessus de nos partenaires européens. Donc probablement qu'on va en reparler dans les années à venir, mais en tout cas, pour l'instant, on oublie ce seuil de 25 000. Alors là, bon, j'ai un petit dispositif que j'avoue, j'ai pas forcément trop en tête. C'est l'exclusion du droit à déduction de la TVA ayant grévé des biens ou des services utilisés pour des publicités pour des boissons alcooliques prohibées. Donc là, en réalité, pour ce type de dépenses-là, on n'a pas la possibilité, effectivement, de pouvoir déduire la TVA sur ces dépenses dépenses de publicité pour ce type de produit. Et donc on a la loi de finances pour 2026 vient mettre fin de ce dispositif d'exclusion du droit à déduction de la TVA, donc effectivement remise en cause de cette exclusion dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Alors ensuite, quelques aménagements concernant les véhicules de tourisme. Donc là encore, c'est la même chose. Les véhicules de tourisme, tous les ans, ils sont revus. On rajoute effectivement une couche, comme chaque année. Donc là, en fait, on a quelques nouveaux aménagements. Alors, je vais pas forcément les reprendre en détail, mais on a de nouvelles méthodes, effectivement, de détermination de la puissance administrative qui vont être mis en place à compter de 2026.
On revient sur la définition de la première immatriculation. En 2026, on va également modifier l'abattement applicable aux véhicules qui comportent au moins 8 places assises et qui sont détenus par une personne morale. On va également avoir quelques précisions sur l'assujettissement des véhicules à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faible émission. Et on a également plusieurs aménagements de tarifs qui sont prévus. Voilà, clairement, on ne s'en sort pas trop de cette taxe sur les véhicules de société qui est constamment remaniée, constamment modifiée. Par contre, ce qui est sûr, hein, c'est que le mode de déclaratif reste lui le même et se fait à chaque fois sur la déclaration CA3 de décembre de chaque année. On peut passer effectivement à la dernière slide hein, sur taxes diverses. Donc ça, c'est une taxe qui effectivement a fait pas mal de bruit. C'est la taxe sur les petits colis. Donc je le rappelle le principe. Eh bien, la taxe sur les petits colis, c'est le fait que toute marchandise qui vient de pays tiers, donc hors Union européenne, et donc qui est relative à un petit colis, donc c'est-à-dire un produit de moins de 150 euros, eh bien on va appliquer une taxe de 2 euros. Et attention, ce n'est pas à la commande, hein, les 2 euros, c'est en fonction du nombre de produits. Donc que vous fassiez une commande avec 10 produits ou 10 commandes avec un produit, vous aurez à chaque fois les 2 euros qui vont s'appliquer au niveau du code article. Alors bien sûr, le petit effet de bord que l'on n'avait pas forcément vu venir, en tout cas que l'État n'avait pas vu venir, c'est que eh bien, tout le fret aérien a été réduit de 95%, notamment à Orly, ce qu'on a pu voir dans la presse très récemment, ce qui fait qu'en réalité, eh bien, les importateurs passent par des pays tiers pour importer les biens d'un pays tiers, par exemple l'Allemagne, pour ensuite le faire venir en France. Donc c'est un petit effet de bord, de contournement, qui fait que tant qu'on n'a pas de mesure effectivement au niveau de l'Union européenne, eh bien l'impact de cette taxe-là peut encore être contourné. Voilà, je crois qu'il y a l'Italie hein, qui a mis en place ce dispositif. Mais en tout cas, tant que cela ne sera pas harmonisé au niveau de l'Union européenne, malheureusement, les effets positifs de cette taxe ne seront à mon avis, pas très efficaces. Ensuite, en ce qui concerne les mesures diverses, donc on a un petit point sur le logiciel de caisse. D'ailleurs, c'est le seul point qui est relatif aux mesures diverses. Donc, le logiciel de caisse, donc c'est un point qui, là, je vais dire effectivement, en fait, l'extrême inverse de ce qu'on avait pu dire l'année dernière sur le logiciel de caisse, puisque effectivement, il était prévu à l'origine que les logiciels de caisse n'avait plus la possibilité bien, de s'auto-certifier. Et donc, il fallait absolument faire appel à un organisme tiers pour certifier son logiciel de caisse. Hein. Je rappelle que c'est une obligation qui date de 2018, la certification du logiciel de caisse. Donc, si on a un logiciel de caisse, on a l'obligation d'avoir une certification. Donc, en 2020, la loi de finances pour 2025 interdisait l'auto-certification. La loi de finances pour 2026 réhabilite l'auto-certification des organismes, ce qui simplifie quand même un petit peu la donne et ce qui reprend du coup l'historique de ce qu'on avait pu avoir avant 2025. Ensuite, quelques aménagements dans la partie relation avec l'administration fiscale. Donc, on a quelques aménagements, notamment suppression bien, de quelques éléments, alors notamment des choses que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Tu peux avancer, s'il te plaît. Merci. Donc ça va être la suppression notamment de l'obligation d'envoi par lettre recommandée de certains avis. Certains avis, ça va être la suppression, comme je disais tout à l'heure, enfin la possibilité plutôt pour les contribuables bien, de pouvoir revenir sur l'option au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui n'était pas possible avant. Donc on a des petits aménagements comme ça qui sont prévus, qui vont dans le bon sens, mais qui restent relativement anecdotiques à mon sens. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie facturation électronique. Donc pour la partie facturation électronique, bien sûr, la loi de finances, comme tous les ans, nous fait un petit point facturation électronique. Et là, ce qui est intéressant de cette loi de finances pour 2026, c'est que là, clairement, la loi de finances pour 2026 valide et confirme le calendrier qu'on vous présente depuis maintenant presque 2 ans. Et donc, ce que nous dit la réforme, c'est que effectivement, le calendrier qu'on vous présente ici et qu'on vous partage s'applique. Donc, je le rappelle, obligation pour les grandes entreprises et les ETI de recevoir les factures et d'émettre des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Et pour les PME et TPE, obligation de réception des factures à compter du 1er septembre 2026
et obligations d'émission à compter du 1er septembre 2027. Donc on a encore un petit délai pour les PME et TPE, donc ça c'est bien validé. On a également d'autres petits aménagements de la loi de finances qui sont relatifs aux sanctions. La loi de finances précise que l'absence de choix d'une plateforme agréée par une société pour entraîner une amende de 500 € si la société ne se met pas en conformité 3 mois après la mise en demeure de l'administration fiscale, et ce délai est porté à 1 000 € par trimestre sans avoir désigné une plateforme agréée. Donc quand on dit qu'effectivement une société doit se mettre en ordre de marche pour réceptionner ses factures électroniques, en réalité, ça se caractérise par le fait d'avoir désigné une plateforme agréée d'ici le 1er septembre 2026. La loi de finances a également mis à jour les amendes relatives à la non-émission des factures, électroniques. Avant, l'amende était de 15 € par facture non émise par voie électronique. Là, l'amende est majorée à 50 € par facture non émise via le canal de la facturation électronique. Et le montant maximum, lui, par contre, il reste à 15 000 € d'amende par exercice ou année fiscale. L'autre sujet que je voulais faire, alors ça concerne pas spécifiquement la loi de finances, mais je voulais quand même refaire et en remettre une couche sur qui est concerné par la facturation électronique. Je rappelle que sont concernés par la facturation électronique l'ensemble des assujettis à la TVA, et est un assujetti à la TVA toute personne qui exerce une activité économique de manière indépendante. Donc ça, c'est le code du commerce qui nous dit, et on se base sur ça pour définir si on est assujetti à la TVA. Donc si on suit à la lettre cette définition, ça veut donc dire que des professionnels de santé, les professionnels de l'enseignement, les associations à but non lucratif, les opérations bancaires, financières, d'assurance, eh bien, ils sont certes exonérés et non redevables de la TVA, mais ils sont assujettis à la TVA. Donc, ils ont l'obligation de désigner une plateforme agréée de réception à compter du 1er septembre 2026. Même chose, il faut bien avoir en tête qu'il ne faut pas confondre non redevable avec franchise en base de TVA. Tous les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises qui bénéficient d'une franchise en base de TVA, puisqu'elles ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires qu'on a vu tout à l'heure, eh bien elles ne facturent pas, on va dire, de TVA, elles ne peuvent pas non plus la déduire, mais en réalité, elles restent redevables de la TVA. Donc puisque ceux qui bénéficient d'une franchise en base de TVA sont redevables, eh bien ils vont donc être concernés par la TVA en réception, mais également par la TVA en émission de la facturation électronique. Donc ils vont avoir les deux, même lorsque vous êtes effectivement auto-entrepreneur, par exemple, vous allez être concerné par les deux. Donc ça, petit point de vigilance. Et si jamais vous avez un doute, on vous a mis le lien dans le support vers l'annuaire de la facturation électronique. Et en fait, cet annuaire de la facturation électronique permet de vérifier sur la base de votre numéro SIREN si vous êtes concerné ou non par la facturation électronique. Mais attention, puisque effectivement cet annuaire il se met continuellement à jour, et notamment les professions médicales et les professions immobilières. L'administration fiscale nous a confirmé il y a quelques semaines qu'elle allait faire une grosse mise à jour d'ici fin mai 2026 pour mettre à jour cette base, notamment sur ces secteurs-là, le secteur médical et le secteur immobilier. Et je rappelle bien entendu, ça a également été confirmé par l'administration fiscale, que si l'administration fiscale ne vous a pas référencé dans l'annuaire et donc que vous n'avez pas pu choisir une plateforme agréée, vous ne serez pas concerné par les amendes. Bien sûr, si vous estimez et si vous considérez que vous êtes concerné réellement par la facture électronique, mais que pour l'instant vous n'êtes pas dans la base, donc ça ne sert à rien de contacter votre SIE. Il faut attendre effectivement juin, et après en juin, si vous n'êtes toujours pas dans l'annuaire, il faudra envoyer un message à votre SIE via votre messagerie sécurisé ou par téléphone si vous arrivez encore à les joindre, pour dire qu'effectivement, et vous signaler auprès de l'administration fiscale. Donc ensuite, on a eu aussi une autre slide juste pour montrer un peu l'intérêt de la facturation électronique et rappeler le rôle déterminant des plateformes agréées, puisque en réalité, si un fournisseur veut que sa facture arrive directement à son acheteur, il pourra bien sûr envoyer un duplicata, mais qui n'aura pas le format de facture par mail à son acheteur. Mais pour que cette facture soit transmise à l'administration fiscale et soit considérée comme une facture, il va bien falloir que le fournisseur envoie sa facture à sa propre plateforme agréée, qui elle-même va interroger la base annuaire de l'administration fiscale pour identifier la plateforme agréée de son acheteur. Et donc la plateforme agréée du vendeur fournisseur va donc envoyer la facture à la plateforme agréée de l'acheteur, qui elle-même l'enverra à l'acheteur pour validation. Et bien entendu, c'est bien la plateforme agréée du fournisseur qui va transmettre les données de la facture, et notamment les données TVA, au concentrateur de données, qui lui-même l'enverra à l'administration fiscale. Donc c'est extrêmement important de pouvoir s'identifier dans l'annuaire et donc de désigner une plateforme agréée dans l'annuaire des entreprises pour qu'effectivement
tous ces mécanismes-là puissent fonctionner. Et donc quand on parle, je le rappelle, mais quand on parle d'obligation de réception des factures, tout simplement, ça veut dire l'obligation de désigner une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire effectivement sur la partie entreprise. On s'excuse pour les problématiques techniques. Je vais te laisser la parole maintenant, Aurélie, sur la partie Oui. sociale, Oui. si tu le veux bien. Très bien, merci Charles. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter la partie sociale de cette conférence. Et nous commençons avec les nouveautés en matière de cotisation sociale. Alors, il est créé une nouvelle cotisation sociale qui est le versement mobilité régionale rurale. Alors, il existe déjà un versement mobilité qui est une contribution patronale qui correspond en fait à la participation des employeurs de 11 salariés et plus et qui est destiné au financement des transports urbains dans certaines zones. La loi de finances pour 2025 a instauré donc un nouveau versement, le versement mobilité régionale rurale, qui lui est destiné au financement des services de mobilité régionaux. Alors, il peut être mis en place après délibération du conseil régional et le taux est au maximum de 0,15% de la masse salariale. Alors, il existe une différence importante avec le versement mobilité qu'on connaît déjà, puisque la condition d'effectif, elle est aussi de 11 salariés, mais elle s'apprécie en tenant compte des effectifs de tous les établissements situés dans les régions concernées par cette nouvelle cotisation, et non pas seulement sur les établissements concernés par les zones d'agglomération avec le versement mobilité habituel. Donc, parfois, les deux versements vont se cumuler. Pour 2025, deux régions ont mis en place cette cotisation, donc la région PACA au 1er juillet 2025 et la région Occitanie au 1er novembre 2025. Et en 2026, d'autres régions l'ont mis en place, donc il s'agit de la région Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, avec un taux également de 0,15%. Alors, on continue maintenant avec un sujet technique qui est lié aux charges sociales qui sont calculées sur les bulletins et qui sont reversées par le biais des déclarations sociales nominatives ou les DSN et qui vont impacter vos masses salariales. Alors, pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, elle a annoncé pour 2026, la disparition de la réduction générale de cotisation patronale, qu'on appelle aussi parfois la réduction Fillon, et les taux réduits des cotisations maladie et cotisations allocation familiale. Donc, la volonté, en fait, c'est de remplacer ces trois dispositifs par une nouvelle réduction unique qui va s'appliquer aux salariés dont la rémunération n'excède pas 3 SMIC. Alors, la réforme, elle est faite en deux étapes. En 2025, certains paramètres de la réduction générale de cotisation patronale ont été modifiés et il y a eu une diminution des salaires plafonds d'éligibilité aux cotisations allocation familiale et maladie. Un décret de 2025 a fixé en fait les nouvelles règles du jeu qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2026. Alors, on ne va pas entrer dans le détail du calcul de cette cotisation qui est extrêmement technique. Donc, tu peux passer sur la slide suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, il y a une réduction qui est maximale au niveau du SMIC. Au-delà du SMIC, la réduction est dégressive, donc plus la rémunération est élevée et plus la réduction nouvelle, unique est minime. Elle va devenir nulle à partir de 3 SMIC annuels, ce qui correspond à peu près pour un salarié qui est au SMIC à un peu plus de 65 000 € brut. Et elle va assurer en fait un niveau de réduction minimum de 2%, donc jusqu'à 3 SMIC. Alors, on a vu que là, la nouvelle borne, elle est de 3 SMIC annuels, c'est-à-dire un peu plus de 65 000 €.
Avec l'ancienne réduction générale de cotisation dite Fillon, la borne était à 1,6 SMIC, ce qui représentait à peu près 35 000 € de rémunération annuelle brute. Alors, il y a un point important, parce que ceci n'est pas forcément visible, c'est que si vous versez en fait à vos salariés une prime de partage de la valeur, hein, qu'on appelle aussi PPV, depuis 2025, il faut l'intégrer dans le cadre du calcul de la réduction générale de cotisation, donc tant pour l'application de la rémunération dans le calcul de la réduction que la rémunération sur laquelle on va appliquer le coefficient. Donc en fait, ça c'est un coût qui est indirect, qui n'est pas visible, mais qui est appréhendé, puisque cela peut faire perdre en fait quelques dizaines, voire centaines d'euros de réduction de charges par an, selon le niveau de rémunération de votre personnel et selon le niveau de la prime PPV qui est versée. Donc l'employeur, en fait, il est parfois gagnant, parfois perdant. Les logiciels de paye, ceci est extrêmement technique, hein, ont été mis à jour depuis le 1er janvier 2026 pour prendre en compte ces nouveaux paramétrages. On va continuer avec les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, donc elle a été adoptée en fin d'année, le 30 décembre 2025 et publiée le 31 décembre 2025. Alors, quelles sont les principales nouveautés? Tu peux passer sur la slide suivante. Alors, plusieurs mesures, tout d'abord concernant les ruptures conventionnelles et les mises à la retraite. La contribution patronale qui est due par l'employeur sur l'indemnité qui est versée aux salariés est augmentée. Et depuis le 1er janvier 2026, le taux est désormais de 40%. Donc, il passe de 30 à 40%, ce qui augmente en fait le coût pour l'employeur lorsqu'il négocie des ruptures conventionnelles, qui est un mode très fréquent de rupture du contrat de travail. Une autre mesure, en fait, concerne les arrêts maladie et elle va avoir pour impact de limiter la durée des arrêts de travail prescrits. Alors, il faudra un décret d'application, mais ce que l'on sait, c'est qu'à compter du 1er septembre 2026, la durée des arrêts de travail, elle sera plafonnée à 1 mois pour la première prescription et à 2 mois en cas de renouvellement. Alors, il y aura des possibilités de déroger à ces durées en raison de l'état de santé du patient ou selon les recommandations qui sont faites par la Haute Autorité de Santé. Le professionnel de santé devra en plus indiquer les motifs qui justifient une interruption du contrat de travail, donc en complément des éléments médicaux. Et donc tout cela est fait pour renforcer et améliorer, rendre plus facile les contrôles sur les arrêts de travail par l'assurance maladie. Donc beaucoup de professionnels de santé en début d'année se sont opposés à cette mesure, mais donc elle sera effective à partir du 1er septembre 2026. Alors un autre droit est accordé, non c'est toujours la slide précédente, un autre droit est accordé aux salariés, il s'agit du congé de naissance. Donc on en a pas mal entendu parler dans les médias en début d'année. Donc la loi, elle accorde en fait un congé de naissance qui est distinct du congé maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Donc le congé s'appliquera à compter du 1er juillet 2026 pour les enfants qui sont nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026. Alors, pour être effective, un décret d'application est nécessaire qui va préciser le délai de prévenance pour la prise du congé qui devrait se situer entre 15 jours et 1 mois, les modalités de fractionner ce nouveau congé qui pourrait être pris en 2 fois, le délai de prise, le montant de l'indemnisation du bénéficiaire. Alors, il pourra être pris jusqu'au 9e mois de l'enfant et pour les enfants qui sont nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin, le congé pourrait être pris jusqu'au 31 décembre 2026. Alors, ce congé, en fait,
il sera possible pour le parent qui a déjà bénéficié du congé maternité ou du congé paternité. Donc, c'est une fois après avoir épuisé ses congés que le nouveau congé de naissance pourra être adopté. La durée sera entre 1 et 2 mois. Il pourra être pris par l'un ou les 2 parents simultanément ou successivement. Et il serait indemnisé par l'assurance maladie à hauteur de 70% pour le premier mois et 60% pour le second mois. Alors, je rappelle voilà, qu'un décret d'application est nécessaire pour rendre la mesure effective. Alors, on poursuit avec la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, slide suivante, avec donc une mesure qui concerne les employeurs qui indemnisent des heures supplémentaires. Et à ce jour, il existe en fait une déduction forfaitaire patronale sur les cotisations sociales qui est jusque-là accordée aux employeurs qui ont jusqu'à 250 salariés. Donc la déduction, elle est de 1,50 € jusqu'à 20 salariés et 0,50 € de déduction forfaitaire entre 20 et 250 salariés. Et désormais, cette déduction est accordée aux entreprises qui ont au moins 250 salariés et la déduction sera de 0,50 € par heure supplémentaire. Donc, bon, ceci est fait pour encourager le recours aux heures supplémentaires, y compris donc pour les grandes entreprises. Alors, il y en a une autre mesure qui concerne le cumul emploi-retraite, qui est un dispositif en fait qui permet aux salariés donc, qui sont éligibles à une pension de retraite de reprendre une activité et de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Alors, à ce jour, il y a 2 dispositifs de cumul emploi-retraite. Un cumul emploi-retraite intégral lorsque le bénéficiaire donc, a liquidé sa pension de retraite à taux plein et qu'il a liquidé toutes ses pensions de retraite. Donc, on parle de cumul emploi-retraite intégral. Et on a un cumul emploi-retraite qui est dit plafonné lorsque l'assuré en fait n'a pas, a une pension de retraite avec une décote parce qu'il n'a pas la totalité de ses trimestres ou qu'il est parti avant l'âge légal de départ en retraite. Et donc, selon la situation, eh bien, les revenus d'activité et de pension de retraite peuvent se cumuler sans limite dans le premier dispositif, cumul emploi de retraite total, et dans le plafonné, les revenus tirés de l'activité salariée et de la pension de retraite sont plafonnés à 1,6 SMIC. À défaut, donc cela a un impact sur la pension de retraite. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, elle va durcir les conditions de cumul emploi-retraite pour les salariés et les assurés qui bénéficieront d'une pension de retraite à partir du 1er janvier 2025. Donc, tout cela n'est pas encore applicable et on attend des décrets d'application. Ce que l'on peut dire et ce que l'on sait à ce jour, c'est que avant l'âge légal de départ à la retraite, en fait, les revenus d'activité vont être déduits de la pension de retraite pour le bénéficiaire qui reprendra une activité salariée. Donc, il n'y aurait qu'à partir de 67 ans que le cumul pension de retraite et revenus d'activité serait libéralisé et sans impact sur la pension de retraite. Donc, c'est un dispositif qui est moins favorable pour les assurés qui, selon leur situation, bénéficieront d'une pension de retraite en 2027 et reprendront une activité salariée. Alors, on poursuit avec les autres mesures de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, je pense que c'était peut-être la slide précédente encore. Voilà, merci. Alors, rapidement, on a quelques mesures qui concernent en fait les entreprises ou les groupes qui ont au moins 300 salariés et qui n'auront pas négocié
un accord sur l'emploi les conditions d'emploi des salariés expérimentés. Donc, ceci ne s'adresse qu'aux structures qui ont au moins 300 salariés et qui ont des organisations syndicales représentatives. Hein. Donc, si vous avez des délégués syndicaux, donc il faut engager des négociations sur l'emploi des travailleurs expérimentés. À défaut, il pourra y avoir une majoration de la cotisation patronale d'assurance vieillesse. Donc, cette disposition, elle nécessite un décret d'application pour être effective. Bon, là, clairement, il s'agit en fait de conditionner le niveau des cotisations aux pratiques sociales de l'entreprise et de le lier au dialogue social. On connaît déjà ces sujets sur d'autres cotisations sociales. Autre mesure, c'est sur le calcul de la réduction générale de cotisation patronale, dont on a parlé tout à l'heure. Certaines branches professionnelles, à ce jour, ont des niveaux de salaire pour les classifications les plus basses qui sont inférieurs au SMIC. Parce que les partenaires sociaux ne parviennent pas à négocier sur une augmentation des salaires et le SMIC, en fait, rattrape les premiers barèmes des salaires conventionnels. Ce qu'il est prévu, c'est que dans ce cas-là, dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisation patronale, c'est le salaire minimum conventionnel inférieur au SMIC qui sera retenu et non pas le SMIC. Donc, ceci sera moins avantageux pour les entreprises qui relèvent des branches professionnelles concernées. Donc, ceci, c'est pour inciter les branches professionnelles à réévaluer les salaires. La mesure nécessite aussi un décret d'application pour être effective. Et il sera laissé un temps d'adaptation aux branches professionnelles pour négocier. Alors, dernière mesure dont on a aussi entendu parler dans les médias, c'est la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028. En 2023, la réforme des retraites, elle a augmenté l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, avec un nombre de trimestres qui est plus important. La loi de financement de la sécurité sociale, en fait, elle suspend la réforme pour les assurés qui sont nés entre 1964 et 1968. Donc, ils bénéficieront d'un gain de 1 à 2 trimestres sur l'âge légal de départ à la retraite et sur le nombre de trimestres requis pour bénéficier du taux plein. Donc, ceci ne concerne que les catégories d'assurés qui sont nés entre 1964 et 1968. Alors, on poursuit et maintenant, donc, on va évoquer les nouveautés sociales issues de la loi de finances pour 2026. Alors, parmi ces mesures, on peut retenir celles qui concernent la prise en charge par l'employeur des frais de transport public. Alors, à ce jour, la réglementation sociale, vous devez le savoir si vous êtes concerné, quel que soit l'effectif de votre structure, l'employeur, il a l'obligation de prendre en charge 50% du coût des titres d'abonnement au transport public ou de services publics à vélo. Et donc, la prise en charge de l'employeur, elle est exonérée de cotisations sociales et d'impôts jusqu'à 50%. Alors, pour financer, en fait, favoriser l'usage des transports en commun, de 2022 en 2024, les lois de finances avaient permis à l'employeur de bénéficier du régime social et fiscal de faveur avec une participation qui pouvait aller jusqu'à 75%. La mesure avait été prolongée par la loi de finances pour 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 et elle est reconduite en fait avec la loi de finances 2026 jusqu'au 31 décembre 2026. Et ceci sans qu'il y ait à justifier du lieu de domiciliation du salarié. Alors, ce qu'on peut noter aussi parmi les autres mesures, c'est une mesure qui concerne donc les médailles d'honneur du travail. Donc, la médaille d'honneur du travail, elle permet en fait à un salarié de bénéficier d'une récompense selon son ancienneté de service, donc c'est de 20 à 40 ans de service. Peu importe que le salarié ait travaillé
chez un même employeur ou qu'il ait eu plusieurs postes dans des entreprises différentes. Donc, c'est pas obligatoire, hein, c'est une démarche qui est à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Et lorsque la médaille est attribuée, l'employeur peut accompagner la remise de la médaille d'une gratification qui jusque-là était exonérée d'impôts dans la limite du salaire mensuel du bénéficiaire. Et donc, l'exonération fiscale est supprimée à compter du 1er janvier 2026. Alors, concernant la retraite progressive maintenant, la retraite progressive, hein, c'est un dispositif qui permet à un salarié de ne liquider qu'une partie de ses droits à la retraite et d'en percevoir donc une fraction et de continuer à travailler et à percevoir donc les revenus tirés au titre de son activité salariée. Donc, la retraite progressive, depuis le 1er septembre 2025, peut être attribuée à partir de 60 ans et non plus 62 ans. Donc, l'âge légal pour en bénéficier est abaissé. Alors, on va passer à un tout autre sujet qui est celui lié aux mesures qui concernent le recours à l'apprentissage. Alors, il est vrai que le régime finalement lié aux apprentis n'a cessé d'évoluer. On a des modifications qui ont été prises en 2025, qui ont été moins favorables pour les employeurs et les apprentis, hein, pour le salarié ou l'employeur. Donc, il y a eu en fait une baisse du montant de l'aide accordée à l'employeur pour les contrats qui sont conclus depuis le 24 février 2025. Hein, l'aide a été abaissée de 6 000 € à 5 000 €. Les exonérations de cotisations salariales ont été abaissées pour les contrats conclus à partir du 1er mars. La baisse des exonérations de cotisations salariales a été abaissée de 79% à 50% du SMIC. Pardon. Et les mesures prévoient une augmentation de la participation de l'employeur à la prise en charge de la formation. Donc, il y avait un décret qui devait être adopté pour fixer les conditions de cette mesure et donc le décret a fixé les conditions. Alors, quelles sont-elles Donc, depuis le 1er juillet 2025, jusque-là, l'OPCO pouvait financer 100% de la formation où le reste à charge était pas toujours... l'employeur n'avait pas forcément de reste à charge. Donc, depuis le 1er juillet 2025, l'employeur a une participation obligatoire sur le coût de la formation qui est de 750 € et qui concerne donc les formations de niveau Bac plus 3 et donc la somme sera recouvrée par le CFA après la période probatoire de 45 jours. Il y a quelques cas particuliers qui prévoient une participation qui est réduite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le montant des aides à l'apprentissage a été réduit. Il y avait une aide exceptionnelle qui a été accordée de février 2025 au 31 décembre 2025. Et il y a une nouvelle aide exceptionnelle qui est réactivée. Le décret est très récent. Il concerne en fait les contrats qui sont conclus à compter du 8 mars 2026 jusqu'au 31 décembre 2026. Et il prévoit en fait un montant d'aide, donc il s'agira d'une aide exceptionnelle, dont le montant va varier selon l'effectif de l'employeur et le niveau de diplôme préparé. Donc, retenez que vous pouvez être concerné si vous allez conclure des nouveaux contrats d'apprentissage. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour les employeurs de moins de 250 salariés, l'aide selon le niveau de diplôme, variera entre 2 000 € et 4 500 €. Et pour les employeurs de 250 salariés et plus, l'aide variera d'un montant qui sera de 750 € à 2 000 €
avec, pour ces employeurs qui ont au moins 250 salariés, une obligation d'avoir un quota d'alternants pour en bénéficier. Pour le cas où l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, l'aide est plus élevée et elle est maintenue à 6 000 €. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les aides accordées avec un nouveau dispositif activé au mois de mars 2026. Alors, on poursuit sur les apprentis avec une petite précision. C'est le cas en fait où maintenant les aides vont être proratisées lorsque vous avez un salarié qui est embauché le mois de son entrée ou le mois de sa sortie. Jusque-là, l'agence de services de paiement ne proratisait pas l'aide accordée à l'employeur. Désormais, ce le sera lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 an ou en cas de rupture anticipée avant la date anniversaire, il y aura une proratisation de l'aide versée sur le mois de l'entrée ou de la sortie de l'apprenti. Bon, le ministère du Travail, pour rendre cette mesure effective, va avoir un peu de retard sur le versement des aides pour prendre en compte cette mesure. Donc, ceci est normal, notamment pour les contrats qui ont été conclus depuis le 1er novembre 2025. L'aide sera versée à partir du mois de mars 2026. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les régimes des apprentis. Alors, on poursuit. Et maintenant, je vais vous présenter les principales mesures qui sont issues de la loi dite senior du 24 octobre 2025 et qui transpose des accords nationaux interprofessionnels pour favoriser en fait l'emploi des salariés expérimentés et aussi pour favoriser les transitions et les reconversions professionnelles. Alors, quelles sont les principales mesures? Alors, il y a une mesure phare centrale qui concerne l'entretien professionnel, qui avait été mis en place en 2014 et qui devient l'entretien de parcours professionnel. Alors, ce n'est pas seulement un changement sémantique, il y a une réforme de fond sur l'entretien qui va devoir être réalisé. Alors, qu'est-ce qui change? En fait, l'entretien désormais de parcours professionnel doit être réalisé avec une périodicité qui est différente de celle de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, il devait être réalisé donc tous les 2 ans avec un entretien de bilan au terme des 6 années. Avec l'entretien de parcours professionnel, la périodicité est modifiée. Il doit y avoir un entretien la première année qui suit l'embauche du salarié et ensuite tous les 4 ans avec un entretien de bilan au bout de 8 ans. Donc la périodicité change. L'entretien de parcours professionnel doit aussi être réalisé à certains moments de la carrière professionnelle du salarié ou au retour de certaines absences. Donc, on peut le noter à la mi-carrière du salarié, l'entretien professionnel doit être réalisé et dans les 2 années qui précèdent le 60e anniversaire du salarié. Alors, le ministère du Travail, il a donné quelques précisions sur l'articulation des périodicités entre l'ancien dispositif et le nouveau dispositif. Donc, il y a une question-réponse qui a été publiée en février 2026 et qui nous permet un peu d'y voir plus clair. En fait, il faut considérer que les délais qui ne sont pas expirés, donc à la date de publication de la loi, sont allongés à due proportion de la nouvelle durée restante à courir. Alors, si on prend un exemple, si vous avez un salarié dont l'entretien professionnel a eu lieu en décembre 23, il aurait dû avoir un nouvel entretien professionnel en décembre 25, 2 ans après. La loi a été adoptée en octobre et donc il devra avoir finalement l'entretien de parcours professionnel en décembre 27. Vous n'étiez pas tenu de réaliser l'entretien professionnel en décembre 25. Alors, un point aussi à avoir en tête, c'est que les branches professionnelles ou des accords d'entreprise ont pu négocier
sur la périodicité du dispositif de l'entretien professionnel, l'ancien dispositif. Donc, dans ce cas-là, il est laissé un temps d'adaptation aux branches professionnelles pour négocier le nouvel entretien de parcours professionnel. Et donc, dans ce cas-là, les branches ont jusqu'au 1er octobre 2026 pour s'y adapter. Et à défaut de négociation, eh bien, ce sont les dispositions légales que je vous ai présentées qui s'appliqueront. Un dernier point sur ce sujet à avoir en tête, c'est que si jamais l'employeur est défaillant sur la réalisation de ces entretiens, il doit abonder pour les structures qui ont au moins 50 salariés sur le compte personnel de formation, sur le CPF du salarié, à hauteur de 3 000 € quand l'employeur n'a pas fait réaliser les entretiens obligatoires et n'a pas fait bénéficier le salarié d'une formation. Donc les conditions sont cumulatives et dans ce cas-là, il doit y avoir un abondement au CPF. Alors, 2 mots sur une nouvelle période de reconversion professionnelle qui est mise en place pour permettre en fait aux salariés de évoluer et peut-être de passer sur un poste complètement différent avec une mobilité interne dans la structure ou dans le groupe auquel il appartient, ou externe. Donc le contrat de travail dans ce cas-là sera suspendu et il pourra interrompre son contrat de travail et avoir un autre CDD auprès d'une autre structure. Et donc, on a un nouveau motif de CDD dans ce cas-là qui est créé dans ce cas particulier. Donc, ceci pour favoriser la mobilité des salariés. Alors, on continue avec donc la loi en faveur de l'emploi des travailleurs expérimentés. Donc, c'est la slide suivante où la loi, pour favoriser en fait la reconversion des salariés et l'emploi des travailleurs expérimentés, elle crée un nouveau CDI qui s'appelle le CDI de valorisation de l'expérience. Alors, c'est un dispositif expérimental qui est mis en place pour 5 ans et il ne concerne que des catégories très spécifiques. Il concerne les demandeurs d'emploi qui ont au moins 60 ans et qui n'ont pas encore la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc, ils pourront être engagés avec ce CDI, en fait, qui permettra à l'employeur de mettre le salarié à la retraite dans des conditions facilitées et surtout sans avoir à lui verser sans avoir à verser la contribution patronale due sur l'indemnité de mise à la retraite. Alors, un autre dispositif qui est intéressant, mais qui nécessitera la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise, et qu'il sera possible d'utiliser une partie de son indemnité de départ en retraite pour en fait passer à temps partiel avant le départ en retraite et maintenir son salaire. Donc, ceci nécessitera l'adoption d'un accord, mais donc ça permet en fait de réduire progressivement son activité et de limiter l'impact de cette diminution d'activité. Autre mesure, donc, c'est la retraite progressive. La loi renforce et durcit les conditions de refus pour l'employeur pour la retraite progressive. Donc, il faudra indiquer les conséquences sur la réduction d'activité, sur la continuité de l'activité de l'entreprise. Donc, motiver de manière plus stricte le refus à ce dispositif. Alors, on poursuit avec un dispositif dont on entend de plus en plus parler puisque l'échéance approche. Donc, il s'agit de la transparence des rémunérations. Alors, c'est un sujet important qu'il faut avoir en tête et dont les services RH vont s'emparer dans les prochains mois. Alors, quelle est la genèse de ce dispositif? Donc, il y a une directive européenne qui a été adoptée en mai 2023 sur la transparence salariale et qui doit être adoptée dans le droit français avant le 7 juin 2026. Donc, cette directive, elle vise à améliorer la transparence des rémunérations dans un objectif de réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc, les entreprises qui seront tenues d'appliquer les mesures de la
actives seront celles qui auront au moins 50 salariés. Après, il y aura selon l'effectif des obligations différentes. Alors, en 2 mots, parce que le sujet est très, très vaste, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Avant l'embauche, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les offres d'emploi, il faudra, en fait, indiquer le niveau de rémunération proposé ou au moins une fourchette. Il serait interdit de demander aux candidats, le niveau de rémunération sur les derniers postes, hein. Donc ça, ce sont des obligations qui concernent le post-embauche et ensuite on a des obligations après l'embauche. Alors, quelles seront-elles? En fait, la mesure devait faire l'objet d'un projet de loi en fin d'année 2025, mais compte tenu du contexte politique, la mesure a été reportée. Le projet de loi a été présenté aux partenaires sociaux début mars, hein, donc on a même une réunion de consultation qui doit se tenir aujourd'hui même. Ce que l'on sait, c'est que la mesure passera par une réforme de l'index égalité hommes-femmes qui comportera désormais 7 indicateurs et non plus 5 indicateurs. Et le niveau sera variable selon l'effectif de la structure. Et s'il est mis en place en fait une différence de rémunération entre les hommes et les femmes d'au moins 5% par catégorie de salariés qui effectuent un travail de même valeur, l'employeur, et que ceci n'est pas justifié de manière objective, l'employeur il devra y remédier, sinon il s'exposera à une pénalité financière. Alors ce que l'on sait, c'est que il y aura un peu plus de temps pour prendre en compte ces nouvelles mesures. Pourquoi? Parce qu'il faudra en fait travailler sur les groupes de comparaison entre les catégories professionnelles. Et ce que l'on sait, c'est que voilà, il sera laissé plus de temps aux entreprises pour en fait travailler sur les groupes de comparaison et mettre en place les mesures issues de la transparence des rémunérations. Donc il y aurait des mesures qui seraient différées, mais il faut néanmoins avoir en tête ces sujets qui devraient faire l'objet d'une loi dans les prochaines semaines. Alors, pour en terminer avec quelques jurisprudences, première jurisprudence, alors toujours et encore, je dirais, un sujet qui concerne les congés payés. Alors, depuis 2023, on a eu les fameux arrêts de la Cour de cassation du mois de septembre 2023 qui ont abouti à la loi Dadu sur l'impact de la maladie sur l'acquisition des congés payés. Alors, qu'a fait la Cour de cassation? Dans un arrêt du 10 septembre 2025, en fait, elle a mis en conformité le droit français avec le droit européen dans le cas où un salarié est en congé payé. Jusque-là, pour le calcul des heures supplémentaires, les absences congés payés n'étaient pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Donc désormais, la Cour de cassation considère que les absences pour congés payés doivent être assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Alors, la jurisprudence, elle doit être quand même mesurée parce que dans la pratique, c'est souvent ce qui était de toute façon déjà réalisé. Mais bon, voilà, il faudra s'y conformer si jamais ce n'était pas le cas. Ceci s'applique pour le cas du décompte des heures supplémentaires à la semaine et également en cas de décompte supplémentaire, en cas de calcul des heures supplémentaires sur 2 semaines, avec un cycle de 2 semaines. Ça, c'est une jurisprudence de début 2026 qui l'a précisé. Autre arrêt qui est aussi du 10 septembre 2025, dont on a un petit peu entendu parler à l'époque dans les médias, c'est qu'un salarié qui est désormais en arrêt de travail alors qu'il est en congé payé, il va avoir droit au report de ses jours de congé payés qui coïncideront avec la période d'arrêt maladie, mais à une condition, c'est d'avoir informé en fait l'employeur de son arrêt de travail alors même qu'il est en congé payé. Alors cette mesure n'a pas encore fait l'objet d'une loi, mais elles doivent normalement être appliquées
par l'employeur. Alors, ce qu'on peut dire aussi 2 mots sur le cas, d'inaptitude physique du salarié. Un point concernant la consultation du CSE. Alors, vous pouvez être dispensé par la médecine du travail de consulter le CSE, et donc ceci figure sur l'avis d'inaptitude, hein, lorsque l'état de santé du salarié le justifie, hein, donc c'est clairement prévu par la médecine du travail, et dans ce cas-là, vous n'avez pas à consulter le CSE. Mais dans le cas où vous n'êtes pas dispensé par la médecine du travail du reclassement du salarié, si vous considérez que malgré tout, le reclassement du salarié est impossible, il faut néanmoins consulter le CSE. À défaut, hein, il existe un risque sur la procédure. Et dernière mesure, hein, si jamais vous avez un avis d'inaptitude qui est contesté, vous pouvez poursuivre la procédure d'inaptitude, mais ça représente un risque, hein, puisque si l'avis d'inaptitude est annulé, il peut y avoir un risque sur le licenciement qui aurait été réalisé. Et une jurisprudence aussi de la Cour de cassation en 2025, hein, elle renforce en fait les obligations de l'employeur sur la recherche de reclassement pour les salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés, hein. Donc, il faut prendre en compte toutes les mesures liées au handicap du salarié sur les aménagements de poste. Donc, toujours beaucoup de prudence en cas d'inaptitude sur les sujets liés aux obligations de recherche de reclassement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie sociale. Donc j'en ai terminé avec la partie sociale. Alors je ne sais pas si je vous remercie pour votre attention. Merci Aurélie. Je vois que Jean-Laurent est à nouveau Oui, connecté. j'ai à nouveau, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion, donc mes petits camarades ont pu poursuivre la présentation et je les en remercie. Donc, bien évidemment, si vous avez des commentaires, vous avez un QR code qui vous permettra à la fois, si vous avez des questions à poser, c'était assez dense la présentation, donc si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat, on y répondra. Et puis, donc, si vous avez des commentaires à faire, des souhaits, des éléments que vous aimeriez nous voir traiter, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez télécharger également le support de cette présentation avec le QR code. Il ne me reste plus que on le laisse un petit peu le temps que vous puissiez le charger. Et puis, Aurélie, Charles et moi, nous vous remercions pour votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine loi de finances. Merci à tous. Merci à tous, très bonne journée à vous. Merci.